L'information à votre portée, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. 16 485 tonnes d'engrais sont arrivés à Conakry pour la campagne agricole 2015. C'est un coût global de 76 milliards de francs guinéens. Cette campagne touchera toutes les préfectures de la Guinée. Avoir 0 cas d'Ebola le plus tôt que possible, une des préoccupations des directions communales de santé et des coordinations communales de Conakry. Elles viennent de déployer 250 agents pour assurer le suivi des contacts du virus. La lutte contre l'homosexualité en Guinée, la police de proximité vient de mettre aux arrêts 2 présumés homosexuels à Bessia, Cordoue. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé, un bateau transportant 16 485 tonnes d'engrais agricoles a accosté au port autonome de Conakry ce mardi. Ces engrais sont destinés à la campagne agricole 2015 pour toute préfecture du pays. C'est la société Cap Guinée qui est chargée de l'importation de ces engrais et le transport a été assuré par Getma Guinée. Ce sont 7 types d'engrais pour un coût total de 76 milliards de francs guinéens. Marie-Sheila Fofana pour plus de précision. Ce sont au total 16 485 tonnes d'intrants agricoles que transporte ce bateau qui vient d'accoster au port autonome de Conakry. Ces engrais sont une commande du gouvernement guinéen pour la campagne agricole 2015. Cette cargaison d'engrais qui, sous Palan, iront directement dans nos campagnes agricoles, dans nos campagnes, dans nos villes et dans nos campagnes pour assurer une bonne campagne agricole. Et c'est bien, comme nous sommes dans le temps, nous sommes quasiment dans le calendrier agricole. Suite à un appel d'offres international, c'est la société ECAP Guinée qui est chargée de l'importation de ces engrais. Les gens croyaient qu'un Guinéen ne peut pas exécuter ce tel marché. Les entreprises étrangères qui ont l'habitude de fournir ça, ils ont toujours demandé les 50%. Tandis que nous, on a fait ça sans demander une avance de démarrage. Et c'est dans le souci du ministre, Madame la ministre de l'Agriculture que nous avons vraiment pris l'engagement d'exécuter ça à la satisfaction du département et au gouvernement. Ces intrants agricoles ont été embarqués en Lettonie pour Conakry. Le périple a duré 2 semaines. Ce transport assuré par l'entreprise Getma Guinée n'a pas connu d'intempéries. Cette cargaison, il y a 6 types d'engrais à bord. Nous avons le NPK 1515, l'urée, le N45. Nous avons le sulfate de potassium, l'engrais maraîcher, l'engrais arachide et l'engrais coton. L'importateur de cette cargaison, ECAP Guinée, a mis beaucoup d'efforts et nous a contactés et on a participé d'abord au choix du navire. Et le fournisseur nous a contactés tous les jours pour nous dire l'état d'évolution d'avancement du chargement. Et nous avons fait un compte rendu fidèle aux clients ici. Nous avons fait un rapport régulier aux clients jusqu'à l'arrivée de cette cargaison à Conakry pour nous assurer que la cargaison rentrait ici dans de très bonnes conditions, ce qui fut fait. 470 camions sont chargés de dispatcher ces engrais dans les 33 préfectures du pays. Ce dispatching va être assuré par ECAP Guinée sous la supervision de Getma Guinée. Il faut noter que le coût global du projet est de 76 milliards de francs guinéens et il est préfinancé à 100% par l'entreprise importatrice. Lancement officiel ce mardi des séries de formation pour les agents de surveillance communautaire dans les 5 communes de Conakry. Ce projet est une initiative des directions communales de santé et des coordinations communales de Conakry. 250 agents seront déployés sur le terrain pour assurer la surveillance des contacts, ce pour atteindre l'objectif 0 cas d'Ebola le plus rapidement que possible. Abakar Sidikimane. L'approche d'intégration des agents de surveillance communautaire dans le suivi des contacts vient renforcer l'une des stratégies de l'Organisation mondiale de la santé pour contrôler et éradiquer l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Cette nouvelle stratégie, qui inclut 250 agents recrutés par les différentes communes de la capitale, vient porter main forte à celle déjà en cours dans le pays. Ce lancement est le fruit d'une excellente coopération, d'une excellente collaboration, d'une excellente coordination entre différentes parties prenantes en Guinée qui travaillent toutes dans la communication, la mobilisation sociale, la surveillance afin d'arrêter l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Ces agents communautaires doivent assurer un rôle majeur qui consiste à rassurer les populations des différentes communes qui sont toujours réticentes. Nous voulons que les agents de surveillance communautaire facilitent le dialogue et l'accès des équipes de surveillance aux communautés par la sensibilisation sur l'importance du suivi pour la protection de la santé individuelle et de la santé collective, pour l'arrêt de la transmission d'Ebola par la prise en compte des préoccupations des familles. Malgré la diminution ces derniers temps de la propagation du virus Ebola, certaines personnes continuent toujours avec des pratiques allant à l'encontre des mesures édictées dans le cadre du renforcement de l'urgence sanitaire. Si on ne règle pas définitivement ce problème-là, Ebola risque de devenir comme le palu en Guinée, comme la grippe en Guinée. On aura tout le temps Ebola. Et nous serons tous vivant en Guinée à risque de mourir d'Ebola. Mais au-delà, on va mettre la santé des autres pays en péril, en danger. On va contaminer pas seulement les pays voisins de la Guinée, mais la terre entière. Ces 250 agents de surveillance communautaire faciliteront le dialogue et l'accès des équipes de surveillance aux différentes communautés de la Guinée. Toujours pour la lutte contre Ebola, le dispositif se renforce à Conakry à travers la mise en place des unités opérationnelles dans les quartiers. Chaque chef de quartier vient d'être doté d'une moto pour assurer le suivi de ce dispositif. C'est un don de l'UNICEF composé de 130 motos pour les chefs de quartier de Conakry à travers l'ONG Zéro Pauvre en Afrique. La remise de ces engins a mobilisé les autorités régionales et communales de la ville. Benoît Marsila. C'est dans le cadre du renforcement de la mobilisation sociale et communautaire dans la riposte accélérée contre Ebola que l'UNICEF a offert ses 130 motos aux chefs des quartiers de Conakry. Chacune de ces motos ira à une unité opérationnelle mise en place dans les quartiers et constituée notamment des responsables du quartier. Pour les donateurs, c'est la communauté qui fait la différence. Nous sommes à un point de la lutte où il faudra que tout le monde s'engage. Et l'engagement communautaire est incontournable dans ce que nous sommes en train de faire et dans le fait qu'on va pouvoir justement mettre fin à Ebola. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons remis ces motos qui vont permettre aux élus locaux, aux chefs des quartiers, aux représentants des femmes, aux représentants des jeunes, dans les localités où chacun d'eux se trouve, pour être vraiment actifs. Difficilement, les gens ont du mal à joindre les deux bouts du quartier et les motos sont mises à disposition du conseil de quartier pour appuyer l'unité opérationnelle. En revenant sur le fonctionnement des unités opérationnelles dans les quartiers, le gouverneur de la ville de Conakry s'est engagé à faire de ces engins une utilité publique. Au niveau de chaque quartier de Conakry, à l'heure là, chaque matin à 8 h, l'ensemble des éléments des unités opérationnelles se réunissent. Le quartier est quadrillé, chacun a une part de suivi et de responsabilité et le matin rend compte des cas de décès, des cas de maladies hospitalisées ou cachées. En tout cas, le quartier est informé dans la revue de tous les problèmes et automatiquement remonté au niveau du maire et au niveau du gouverneur. Nous vous remercions et nous nous engageons à faire de ces motos et autres moyens mis une utilité sans débat. Pour les bénéficiaires, ces motos viennent combler un vide, celui d'assurer le suivi du dispositif dans les secteurs pour déceler les cas de maladie. Nous sommes très ravis de cette acquisition maintenant qui vraiment nous aide à nous déplacer, à voir nos secteurs, à rencontrer nos militants, nos citoyens dans les quartiers, ne serait-ce que déceler les cas de maladies qui sévissent au niveau de notre quartier, si le cas y est. Pendant que Conakry renforce le dispositif sanitaire, des nouveaux cas continuent à être signalés dans certaines préfectures de la Basse-Guinée. Et les partenaires, eux, s'engagent à accompagner les autorités du pays jusqu'à l'éradication définitive d'Ebola. Des peines allant de 2 à 6 mois de prison avec sursis pour certains, c'est le verdict prononcé lundi nuit contre 12 des 16 militants de l'opposition jugés au tribunal de première instance du Dixine. Ces prévenus ont été interpellés lors de la dernière manifestation organisée par l'opposition dans les rues de Conakry. Abdourahmane Ba. 16 personnes, ce sont les premières à être jugées dans un procès fleuve de plusieurs manifestants arrêtés lors des dernières journées de manifestation appelées par l'opposition républicaine. Au terme du procès, dont le verdict est tombé la nuit, 4 seulement ont été libérés.
Une décision que les avocats de la défense qualifient d'injuste. Ils attendaient la libération de tous leurs clients pour, disent-ils, l'absence de preuves. On s'attendait franchement à une relaxe pure et simple de nos clients parce que le procureur qui les a poursuivis n'a pas réussi à administrer une seule preuve imputable à nos clients. Malgré tout cela, le tribunal est entré en condamnation contre quelques-uns de nos clients. Les peines requises vont de 2 à 6 mois de prison. 3 feront 4 mois de prison ferme, 8 autres à 6 mois de prison avec sursis. La plus lourde peine de 6 mois ferme et une amende de 100 000 francs guinéens a été retenue contre Mahmoud Diobaté, qui était aussi jugé pour détention et consommation illégale du chanvre indien. Malgré tout, la défense compte interjeter appel. Nous avons vu que le tribunal a relâché purement et simplement quelques-uns, mais par contre, d'autres ont été condamnés à des peines allant de 2 mois à 6 mois. Et pour ces personnes-là, nous allons interjeter appel pour aller devant la juridiction de censure. Interrogé, le vice-président de l'UFDG voit une stratégie de pouvoir pour empêcher les militants de l'opposition à suivre les éventuelles manifestations. Et ce qui se passe dans ces tribunaux, si vous n'êtes pas là, si on vous le raconte, vous ne pouvez pas imaginer. Qu'on puisse arrêter un citoyen, on le traite de Somalien, tout simplement le fait qu'il a dit que s'il peut gagner, on l'amène et puis on le condamne. On arrête quelqu'un qui a quitté l'Europe, qui arrive, qui doit se marier, il était chez le président Selou, et puis on le condamne à 2 mois avec sursis. C'est une honte. Mais ce que je voudrais dire ici, que cela soit clair, si c'est cette stratégie que le gouvernement veut utiliser pour dissuader ou pour nous empêcher de faire nos manifestations, c'est une grosse erreur. Je suis convaincu que tous les jours nous allons nous trouver au tribunal parce que nous allons continuer les manifestations. Pour l'heure, les procès vont se poursuivre et l'incertitude plane sur un éventuel dialogue politique puisque l'opposition projette une nouvelle manifestation de rue le lundi prochain. Justement, dans ce procès, Mohamed Traoré, alias B52, secrétaire fédéral de l'UFDG, a comparu pour la 2e journée ce mardi, arrêté pour attroupement illégal. Le prévenu a été purement et simplement relaxé par le tribunal de première instance de Kaloum pour délit non constitué. Mohamed Traoré et ses avocats parlent d'un procès politique. B52 entend lutter contre l'injustice et promet de défendre son parti UFDG. Oulimatou Kourialo. Cette 2e comparution de Mohamed Traoré au tribunal de première instance de Kaloum a mobilisé plusieurs membres de sa famille et de l'UFDG, parmi lesquels l'épouse de Selou Dalen Diallo. Le secrétaire fédéral de l'UFDG, poursuivi pour attroupement illégal, a été purement et simplement relaxé par le tribunal. Je me suis levé avec mon confrère pour défendre ces citoyens qui étaient dans l'injustice. On l'a jeté entre les mains de la justice, il fallait le défendre. Le procureur s'est plié en 4. Vous avez suivi les débats pour dire que vraiment, il demande la relaxe. Mais je ne peux que me réjouir. Je souhaite que des choses comme ça cessent. Qu'on cesse d'envoyer des innocents à la justice pour leur opinion politique. Mohamed Traoré a été arrêté par la police le 20 avril dernier lors d'une manifestation de l'opposition au moment où il venait au secours de sa mère transportée à l'hôpital après avoir été victime de jets de gaz lacrymogène. B52 se réjouit de sa mise en liberté. Mon sentiment est très réconfortable quand même du tout. Le gouverneur qui m'a accusé quand même du tout pour dire non, il faut essayer de l'envoyer à la prison centrale. Il va essayer de rester là-bas jusqu'après des élections. Mais peut-être il s'est trompé quand même du tout. Peut-être si j'allais avoir de l'argent, j'allais avoir l'argent avec ce gouvernement-là. Mais je m'en fous de cet argent-là. Ah oui. Je suis dans l'IFDG, je mourrai dans l'IFDG et je vais rester dans l'IFDG. Le 2e vice-président de l'UFDG venu apporter son soutien aux prévenus parle de la victoire de Mohamed Traoré contre le gouverneur de la ville de Conakry et la présidente de la délégation spéciale de Kaloum. Aujourd'hui, c'est le procès B52 contre le gouverneur et B52 a rapporté. Je pense que c'est une honte parce qu'on ne peut pas ramasser des citoyens libres comme ça et les amener en prison. Le secrétaire fédéral de l'UFDG à Kaloum a informé le tribunal sur les appels de menaces qu'il reçoit du jour au jour. Le vice-président de l'UFDG, Fodé Oussou Fofana, lui annonce le report de la manifestation de l'opposition républicaine prévue ce jeudi 30 avril au lundi 4 mai sur toute l'étendue du territoire national. Suivez. L'opposition républicaine a décidé de reporter vraiment la manifestation du jeudi au lundi parce que nos fédérations qui sont à l'intérieur nous ont demandé
Donc au lieu d'organiser une manifestation à Conakry, nos fédérations ont demandé à ce qu'on se retrouve, qu'on en fasse une seule manifestation. Donc lundi, il y aura une manifestation sur l'étendue du territoire national. Et les manifestations vont continuer, ce n'est pas lundi seulement, ça va continuer tant que le gouvernement ne revient pas à la raison pour, annuler le chronogramme de la CENI, 2, pour qu'on se retrouve autour de la table pour discuter de quand est-ce que nous devons organiser les élections communales. Parce que pour nous, il est hors de question d'aller à des élections présidentielles sans les communales. Dans cette édition également, le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement appelle à la responsabilité de l'État pour éviter le pire en Guinée, dit-il. Le RDD l'a fait savoir ce mardi lors d'une conférence qu'il a animée à la Maison de la Presse du Koleya. Bernard Koundounou, Idjatou Diallo. Cette sortie médiatique du président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement consiste à interpeller les autorités du pays à la responsabilité pour, selon lui, éviter le pire à la Guinée. La situation politique actuelle du pays inquiète à plus d'un titre le président du RDD. Nous sommes inquiets parce qu'on se pose la question si nous rentrons dans la dissidence ou dans les rébellions ou dans les révoltes. Parce que si l'État interdit quelque chose et que l'opposition dit oui, nous allons le faire, et que l'État, au lieu d'user de ses moyens, au lieu de passer par la loi, fabrique les contre-manifestants à travers des tierces personnes, nous craignons beaucoup. Là, il faut que l'État soit responsable. Il faut que l'État essaie d'appliquer la loi, il faut que l'État essaie de respecter la Constitution, il faut que l'État essaie ici de rassurer sa population qu'il est en sécurité. Donc voilà pourquoi nous interpellons l'État à prendre sa responsabilité. Concernant les multiples manifestations de l'opposition, Abdoulaye Kourouma affirme avoir des preuves de quelques personnes qui financeraient les contre-manifestants. J'ai la photo, j'ai les images d'un colonel de l'armée guinéenne du nom de commandant de colonel Yemoriba, qui à Matoto, parce que ces jeunes viennent me rendre compte, qui à Matoto a reçu des jeunes à plusieurs reprises en les distribuant de l'argent pour se faire contre-manifestants. Si ils ne sont pas sûrs de ce que j'ai dit, ils sont libres de porter plainte pour diffamation de caractère. Le leader de RDD a choisi la voie diplomatique pour revendiquer la tenue des élections communales et communautaires avant les présidentielles. Nous avons déjà écrit à des ambassadeurs, nous avons écrit aux médiateurs de la République, nous avons écrit à l'Union européenne, l'Union africaine, et les avocats sont en train aussi de constituer les dossiers pour aller voir le président de la Cour constitutionnelle, de déclarer illégitime les délégations spéciales. Parce que c'est la Constitution qui le dit, qu'ils ont 3 mois, maximum 6 mois de mandat. Et s'ils ont les 4 ans, que la loi soit respectée. Le parti au pouvoir est en train de subir des conséquences de ce qu'il a sémé. Selon Abdoulaye Kourouma, l'État a écoulé 4 années sans organiser les élections communautaires et communales. Autre titre de cette édition, 2 présumés homosexuels viennent d'être mis aux arrêts à Gressia, port 2, par le commissariat central de Matoto. Abdoulaye Diakité, alias Bijou, et Adama Sissé, alias Sylvie, ont été appréhendés dans la nuit du 22 au 23 avril 2015 dans leur chambre au quartier Gressia, port 2, grâce à la collaboration entre les citoyens et les agents de la police de proximité. Bernard Koundounou. Abdoulaye Diakité, alias Bijou, et Adama Sissé, alias Sylvie, ont été appréhendés la nuit du 22 au 23 avril 2015 au quartier Bessia Port 2 dans la commune de Matoto. Ils sont accusés d'homosexualité par les habitants de ce quartier. C'est un jeune du nom de Ibrahim Abba qui était venu à la recherche d'une jeune fille comme étant en état d'ivresse. Il s'est vu avec le nommé Sylvie. Donc, lorsqu'ils se sont contactés, Sylvie a demandé un montant de 80 000 francs pour coucher avec Ibrahim Abba. Entre-temps, Ibrahim Abba a demandé d'aller dans l'hôtel pour aller faire des rapports sexuels. Mais Sylvie a réussi quand même à convaincre Ibrahim Abba et à le trimballer jusqu'au niveau de Bessia. Ils se sont embarqués à bord d'un taxi. Arrivé à domicile, il a donné de l'eau au nommé Ibrahim Abba qui s'est bien lavé. Et le jeune est venu se coucher sur le lit. Interrogés, les présumés homosexuels ont affirmé avoir d'autres conjoints. Nous nous avons menacé seulement pour nous sommes homosexuels. Mais c'est un sur notre vie, c'est ça qu'on a préféré.
On part ailleurs pour aller faire ça, mais pas chez nous quand même. On part dans les boîtes. On a le contact, ils ont besoin de nous rappeler. Depuis quand vous avez commencé cela? Ça fait 10 ans. Pardon? 10 ans. 10 ans? Oui. Avec ce monsieur? Même pas. On se la compte juste, ça fait plus d'1 an. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes connus et vous avez logé ensemble? Mborenara. Comment vous vous êtes connus? C'est une commune que nous avons rencontrée. Autre? Une copine, elle a voyagé. Ensemble, vous pratiquez l'homosexualité? Vous avez l'habitude de pratiquer à deux? Même pas. Elle part ailleurs, je pars ailleurs. On se la compte le matin. L'homosexualité n'est pas légalisée en République de Guinée, au dire des autorités policières de Matoto. Nous avons dans le code pénal l'article 325 qui condamne l'acte d'homosexualité. Parce que si cette pratique est acceptée ailleurs, chez nous encore le législateur ne s'est pas encore défini là-dessus. C'est un acte qui est purement et simplement puni par la loi. Ces présumés homosexuels ont été conduits à la maison centrale pour des fins d'enquête. Et puis le ministère des Sports avec la Direction nationale des infrastructures vient d'entamer une tournée sur les chantiers de réhabilitation des stades de proximité, notamment à Kaloum, Yimbaya Bougie et à Koloma sous le Primo. Au cours de cette tournée, la ministre des Sports, qui a ambition de doter la jeunesse guinéenne en infrastructures sportives adéquates, a engagé des discussions sur l'évolution des travaux avec les entrepreneurs. Lansana Traoré. La première étape de cette tournée a conduit la délégation du département des sports au stade de la mission de Kaloum où les travaux avancent mais avec des contraintes. La seule contrainte, c'est d'abord récupérer les espaces prévus pour les tribunes. Raison pour laquelle le délai d'exécution était prévu à 4 mois pour un premier temps. Nous sommes revenus à 6 mois et s'il faut, on va encore aller de plus. Après le stade de Kaloum, ce fut celui de Yimbaya Bougie. Là, l'entreprise exécutante traîne les pas. Un retard qui a mis la ministre des Sports en colère. L'entreprise qui travaille actuellement à Yimbaya devrait se remettre en cause parce que je pense qu'il est temps qu'on en passe certainement à la résiliation du contrat. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les travaux se fassent de façon cosmétique et que quand vous approchez le site, vous vous rendez compte que c'est vraiment pratiquement bâclé. Même spectacle au stade de Koloma Solo Primo. Domanine Doré estime que le constat fait sur le terrain était l'objectif de sa tournée. Je suis heureuse de constater que le partenariat tissé avec le privé à travers l'ASK, qui consiste à la réhabilitation du stade de la mission, se poursuit dans les meilleures conditions. Les images en témoignent. Par contre, les travaux faits par le ministère des Sports à travers le BND ne se passent pas dans les meilleures conditions. À Yimbaya, les travaux encore restent nombreux à faire. Au niveau de Koloma également, on est au regret de constater que l'entreprise se plaint du temps qu'il n'arrive pas à obtenir à travers les multiples marches. Élaborer la politique nationale des sports, offrir des infrastructures adéquates sont quelques-unes des priorités de ce département. On souhaite qu'à travers ces différents contrats passés, qu'au finish, qu'on puisse les renouveler en acceptant que ces stades paraissent au moins, comme je le disais, dans des normes actuelles, c'est-à-dire avec ne serait-ce que des pelouses synthétiques. Cette tournée de la ministre des Sports dans ces stades de proximité a permis de constater de visu l'évolution des travaux entamés en vue de mieux renforcer le contrôle auprès des entreprises exécutantes. En interactualité, de violentes émeutes ont éclaté à Baltimore la nuit dernière. Un couvre-feu a été instauré dans cette ville des États-Unis. La police et les autorités ont été prises de court par la violence des manifestations. Suivez. De gigantesques incendies, des magasins pillés, saccagés et des voitures brûlées par des émeutiers venus manifester leur colère après la mort de Freddie Gray. On peut venir protester, mais de là à retourner la ville, tout casser et piller, ce n'est vraiment pas cool. Des émeutes et scènes de pillage qui ont éclaté dès lundi après-midi. Dans un quartier du nord-ouest de Baltimore, des bandes de jeunes ont pris à partie les forces de l'ordre qui ont été très vite débordées. Face à la situation, les autorités ont ordonné un renfort de plus de 5000 policiers.
J'ai déclaré l'état d'urgence sur demande de la ville de Baltimore. Cette décision requiert le déploiement de la garde nationale du Maryland pour aider à restaurer l'ordre et mettre un terme aux incidents dont nous avons été témoins. Un couvre-feu a été instauré dans la ville et les écoles fermées ce mardi. Des mesures censées apaiser les tensions depuis la mort de Freddie Gray il y a une semaine à Baltimore. Ce jeune noir décédé des suites d'une fracture des cervicales, des blessures qui lui auraient été infligées lors de son arrestation par la police. Lors de la cérémonie en sa mémoire, à laquelle 3000 personnes ont assisté, l'avocat de la famille a lui-même appelé au calme. Nous vivons ici et nous aimons notre quartier. Ce n'est pas parfait, non, c'est un peu comme vivre un mauvais mariage, mais nous ne voulons pas divorcer. Nous ne nous précipitons pas, nous voulons seulement et simplement que justice soit faite. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de sa mort, pour le moment sans conclusion. Plus les heures passent, plus l'espoir de retrouver des survivants devient délicat au Népal, mais il y a de petits miracles. Une femme a survécu après 50 heures dans les décombres. En tout, c'est 8 millions de personnes qui ont été touchées par ce séisme, soit plus d'un quart de la population. Ces rescapés ont besoin d'eau, de nourriture, d'abri. La situation est encore critique, difficile à atteindre. Suivi. Alors que les opérations de secours se poursuivent, ils sont des milliers désormais à vouloir quitter Katmandou. Le sol ne cesse de trembler et les gens ont peur de rentrer dans leur appartement quand celui-ci ne s'est pas écroulé. Peut-être veulent-ils aussi avoir des nouvelles de leurs proches restés au village, ces villages dont on ne connaît pas encore la situation. Alors hommes, femmes, enfants se pressent dans les stations d'autobus. Certains décident même de faire le voyage sur le toit. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura un autre tremblement de terre et que des épidémies vont éclater. Je veux partir car j'ai peur des épidémies. Pourtant, beaucoup de communautés rurales, de petites villes attendent encore des secours qui ne viennent pas. Le Premier ministre a reconnu recevoir des appels auxquels il n'a pas les moyens de répondre. Alors les villageois, comme ici à Sankou, au nord-est de Katmandou, se débrouillent par eux-mêmes. Nous avons besoin de riz et de pommes de terre pour manger. Il nous faudrait planter maintenant. Mais les graines sont enfouies dans les maisons. 4 jours après le séisme, les équipes de sauveteurs ont fini par atteindre la région de Gorka, celle de l'épicentre, 140 km à l'ouest de la capitale. Un hélicoptère de l'armée indienne a apporté un peu d'aide et emmené quelques blessés. Les rescapés se plaignent du manque de nourriture et d'eau, de tentes, bref, d'à peu près tout. Lentement, l'aide internationale commence à arriver, mais pour beaucoup, il est trop tard. Un dernier bilan fait état de plus de 5000 morts. Partout dans le pays, les cérémonies de crémation se succèdent sans discontinuer. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site web www.groupeevasinguinée.info. Bonsoir à tous.